Nous avons communiqué, une feuille de route a été envoyée à l'ONU sur la manière dont nous entendions collaborer avec l'ONU. Depuis plusieurs jours, notre équipe au niveau de l'ambassade ainsi que nos experts qui sont venus de Kinshasa essayent, notamment avec l'Union européenne qui va présenter une résolution sur la RDC, résolution qui demande que ce soit une enquête internationale qui exclut les magistrats congolais. Nous sommes en train de discuter à travers, disons, ces experts depuis plusieurs jours. Mais notre feuille de route a été envoyée et l'aménagement du calendrier par rapport à la feuille de route a été fait de commun accord à Kinshasa avec le représentant de l'ONU, monsieur Aranaz. Je suis donc très surpris d'apprendre que nous répondons en retard. Nous avons répondu dans les délais. Et depuis des jours et des jours, nous sommes en train de discuter à travers nos experts qui nous ont fait rapport, le rapport que nous avons validé, que nous avons amendé, sur la possibilité de présenter une résolution qui soit consensuelle. De notre côté, ce que nous proposions dans cette résolution, c'est pouvoir affirmer que nous aurons la direction de l'enquête, mais que nous acceptons toute l'assistance technique nécessaire et tous les experts internationaux nécessaires pour permettre d'avoir le plus possible d'éclairage. Donc dire que nous avons répondu avec retard, c'est totalement infondé. Nous avons eu à discuter avec le chef du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme qui est basé à Kinshasa. Et bon, il n'est pas dans cette salle, mais il sera dans la salle demain au moment du dialogue interactif. Et la feuille de route avec la manière dont nous comptions pouvoir travailler avait été préparée et soumise aux Nations Unies. Et nous avions envoyé cette feuille de route depuis le 24 mai de cette année-ci. Et ça, vous pouvez vérifier auprès de M. Aranaz, qui vous dira qu'elle a bel et bien reçu notre document. Notre ambassadeur qui est ici à côté a les preuves, en fait, et disons qu'il avait déposé ça aux Nations Unies. Mais nous sentons très très clairement que nous sommes les premiers. Le gouvernement congolais est le premier à regretter la mort brutale, les images insoutenables sur le massacre des deux experts des Nations Unies. Bon, mais ces images dans cette région du Kasaï, qui est devenue un foyer de troubles, sont devenues malheureusement monnaie courante, monnaie courante. Nous avons des images, le livre blanc que ma collègue chargée des droits humains va certainement vous distribuer après, mais à des images que nous n'avons pas voulu présenter pour le moment parce que elles sont insoutenables, parce que le mode finalement d'exécution là-bas qu'ils ont pris, c'est la décapitation. En tant que membre du gouvernement, j'ai pu visionner les images sur l'assassinat des deux experts des Nations Unies. C'est totalement insoutenable. Donc nous sommes déterminés à faire la lumière. Mais nous sentons très très clairement que malgré le fait qu'il y a plusieurs centaines de Congolais qui ont subi le même sort, qui ont été décapités, on voit ces images avec l'épouse de l'administrateur des territoires de Luebo décapité, et puis son assassin qui exhibe la tête de la victime ainsi que les bras. Mais nous sentons que l'émotion est devenue beaucoup plus forte avec les deux experts des Nations Unies pour lesquels nous regrettons. Nous regrettons ce qui leur est arrivé. Nous n'aurions pas voulu qu'ils puissent connaître ce sort-là. Et je me mets à la place des parents du jeune Américain et tout, qui n'avait que lui comme fils unique. Je comprends la profondeur, disons, de la douleur. Mais nous aussi, nous sommes en train de gérer un dossier qui comprend des centaines de Congolais qui ont été massacrés dans des conditions horribles. Et ces images sont totalement insoutenables. Nous pensons que si nous devons
de présenter à un moment donné, ça ne serait certainement pas devant un public. Il faudrait certainement peut-être le donner dans un dossier pour les Nations Unies. Mais il est clair, et nous comprenons, que aujourd'hui l'exigence d'une enquête internationale est devenue beaucoup plus forte depuis qu'il y a eu les 2 experts qui sont décédés. Nous comprenons parfaitement, mais il faut savoir que plusieurs chefs coutumiers du Kasaï ont été décapités dans des conditions horribles. Et c'est pour cette raison que nous-mêmes, nous avions mis au point un système d'enquête et d'écoute. Tout le monde, ça a fait le tour du monde lorsque le New York Times a publié un enregistrement qui était dans l'ordinateur de Zaïda Catalan et tout ça. Mais cet enregistrement est le nôtre. C'est un enregistrement qui a été fait par nos services. Parce que nous voulions savoir jusqu'où il y avait des personnalités qui étaient concernées par ce qui se passait au Kasaï. Nous voulions savoir qui a joué un rôle positif, qui a joué un rôle négatif. D'où la mise sur écoute qui avait été décidée au plus haut niveau sur un certain nombre de personnalités pour savoir, ces enregistrements ont réussi à nous démontrer qu'il y avait aussi bien des personnalités au Kasaï, au niveau national, qui faisaient tout pour apaiser les choses, pour que les choses ne puissent pas déraper, tout comme d'autres, en fait, disons, qui, pour des raisons peut-être de recherche, de leadership local, ont envenimé la situation. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas nous accuser de ne pas avoir cherché à faire la lumière sur ce qui se passe au Kasaï. Oui, madame. Oui. La première question, c'est sur cette mauvaise gestion des successions coutumières. Ce serait une mauvaise gestion par qui? Je n'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, je me permets, je vais juste poser les 3 questions comme ça sans vite. Ensuite, c'était pas directement la situation au Kasaï, mais je voulais savoir si vous pouvez nous dire quel sort la justice congolaise réserve à M. Katumbi, qui a annoncé son retour imminent dans ce pays. Et puis, la seconde question concerne la plainte déposée à votre rencontre en Belgique. Je voulais savoir, est-ce que vous attendez à une convocation de la justice belge? Voilà, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous allez vous mettre à disposition? Voilà. Comment est-ce que vous apprenez ça? Parfait. Je vais répondre aux 3 questions. Je vais répondre aux 3 questions. La gestion coutumière, qu'est-ce qui est arrivé? Le grand chef Kamwina Nsapu est décédé. L'héritier qui avait été désigné selon les traditions chefales n'a pas été investi dans les délais conformément à nos lois sur la gestion des collectivités locales. Et sur cette base-là, ces hommes et lui-même ont pris les armes avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous voulons savoir qui, au niveau de la province concernée, n'a pas fait son travail. Savoir pour quelles raisons il n'a pas été investi alors qu'il avait été désigné par la tradition. Donc cette enquête administrative va nous permettre d'établir, oui ou non, qui a failli à sa mission. Et nous prendrons effectivement les sanctions nécessaires à ces sujets. Alors, s'agissant de M. Moïse Katumbi, nous avons reçu de la part du Haut-Commissaire des Nations Unies une note verbale sur son cas, avec des mesures provisoires que le Haut-Commissaire estime pouvoir lui donner. Je voudrais clarifier la situation pour dire que M. Moïse Katumbi n'a pas un problème avec le président de la République. Il n'a pas un problème avec le gouvernement de la République. Il peut rentrer au Congo quand il veut. Il peut rentrer ce soir, il peut rentrer demain. Quel est le problème de M. Moïse Katumbi? C'est que, faisant l'objet des poursuites judiciaires, entendu par le ministère public, il a dit qu'il était malade, qu'il devait aller se faire soigner à l'extérieur.
le ministère public, comme il se doit, l'a autorisé à se rendre dans le pays qu'il avait désigné, à savoir l'Afrique du Sud, où il devait avoir les soins nécessaires. Mais le ministère public lui a imposé également un certain nombre de devoirs, parce qu'à partir du moment où il faisait l'objet de poursuites judiciaires, il ne pouvait pas s'exprimer sur le dossier qui était en instruction. Et ça, c'était l'exigence au niveau du ministère public. Mais au lieu d'aller en Afrique du Sud et de revenir à Kinshasa pour poursuivre l'audition auprès du ministère public, bon, il a fait quelques heures en Afrique du Sud et puis il s'est retrouvé en Europe, en Amérique et tout ça. Il s'est répandu dans toute une série, disons, de thèses. Bon, le deuxième volet en ce qui concerne M. Katumbi, c'est qu'un tribunal de Lubumbashi, à la suite d'une plainte d'une partie civile privée, un grec, l'a condamné à 3 ans de prison. Et parmi les moyens d'irrécevabilité que nous allons présenter, parce que pour pouvoir saisir le Conseil des droits de l'homme, pour qu'il puisse agir, le principe qui se retrouve ici est qu'il faut avoir épuisé les moyens nationaux. Contre la peine dont il a été l'objet au niveau du tribunal de Lubumbashi, M. Katumbi est allé en opposition et puis il est allé en appel. Il a même saisi la Cour suprême de justice dans une procédure de renvoi. Or, pour que aussi bien le juge d'appel ou la Cour suprême puisse statuer, il faut qu'il puisse se présenter. Donc, il n'a pas un problème avec le président Kabila, parce que j'ai entendu ça, j'ai vu la note, j'ai vu ce qu'un de vos collègues avait écrit dans un journal assez connu. Son problème n'est pas avec le pouvoir congolais. Et on a dit que on voulait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Non. Ce qui pourrait empêcher M. Katumbi de se présenter à l'élection présidentielle, ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont même pas ses ennuis judiciaires, parce que le juge d'appel pourrait statuer autrement que le premier juge. Si le juge d'appel décide qu'il est un homme libre, il devient un homme libre. Ce qui pourrait empêcher M. Katumbi de se présenter à l'élection présidentielle, c'est la Constitution. Aujourd'hui, la Constitution congolaise, en son article 70, alinéa 1, dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Bon. Et partout dans vos pays, vous avez dit le président Kabila ne peut pas se présenter parce que tel est l'esprit de la Constitution. Mais la même Constitution, en son article 10, dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Il n'y a pas de double nationalité dans notre pays. Cela veut dire que si le procureur général près de la Cour constitutionnelle a la preuve que M. Moïse Katumbi a une nationalité étrangère, il ne peut pas se présenter, quels que soient les appuis qui pourraient bénéficier par l'un ou l'autre pays occidental, par l'un ou l'autre pays de par le monde. Parce que c'est la Constitution. Et la même Constitution, en son article 151, interdit au gouvernement d'interférer dans les décisions de justice. La même Constitution interdit au Parlement de voter une loi qui aurait pour effet d'arrêter les poursuites engagées par la justice. Donc, il n'y a pas un problème, ce n'est pas le président Kabila, ce n'est pas le gouvernement qui l'empêche, mais quand il va rentrer, il devra se présenter devant la justice. Oh, son avocat, que j'apprécie énormément, parce que je me suis documenté sur lui étant moi-même avocat, il a un des meilleurs avocats du barreau français qui peut l'accompagner. Donc, quand il rentre au Congo, il se retrouve dans la situation qui était la sienne au moment où il est parti. C'est à lui, il va se représenter de nouveau devant l'officier du ministère public pour continuer l'enquête là où il l'avait laissé. Il appartiendra à l'officier du ministère public pour ce volet-là qui concerne le ministère public d'établir que, bon, il n'y a pas matière à poursuivre et classer le dossier pour inopportunité. Et il appartiendra au juge d'appel qu'il a saisi de dire il n'y a pas de raison de l'arrêter. Il faut savoir
que notre code pénal et notre code de procédure pénale n'ont pas été promulgués maintenant pour les besoins de la cause, pour le cas de M. Moïse Katumbi. C'est deux codes que nous avons hérités de la colonisation. Et ces dispositions pour savoir comment une personne qui a été déclarée condamnée avec arrestation immédiate, tout ça est prévu dans le code. Donc on n'a pas pris de dispositions particulières pour lui. Le juge d'appel pourra décider que non, il n'y a pas de raison de poursuivre, ça s'arrête. Le juge d'appel pourra décider que M. Moïse Katumbi peut, en toute liberté, en fait, disons, circuler sur le pays. Mais la vérité, c'est que quand il arrive, il se retrouve avec ces dossiers tels qu'ils sont. Aujourd'hui, la démarche qui est de dire, il va avoir un sauf-conduit, on ne peut pas le poursuivre. Non. Si vous avez l'ambition d'être un jour le premier magistrat de votre pays, le minimum, c'est que vous puissiez respecter les lois dont vous serez demain le premier magistrat. Donc, sur cette question-là, ce n'est pas le pouvoir politique, ce n'est pas le président de la République. Il y a deux dossiers, un mené par le ministère public. À la limite, celui qui est mené par le ministère public, on peut voir qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire. Et puis, il y a des dossiers qui sont menés par des privés. On a dit oui, mais la juge qui avait prononcé après a fait des déclarations. Ces déclarations n'ont aucune valeur. Parce que la décision, quand elle est prise, c'est une décision collégiale. C'est un collège de magistrats. C'est 3 magistrats de siège, un magistrat du parquet et un greffier. Donc maintenant, après avoir rendu la décision, une de ces personnes se désolidarise et fait des déclarations. Bon, on peut se poser des questions, comment est-ce qu'elle a été exfiltrée, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée ici pour pouvoir faire ces déclarations, mais ça, c'est pas notre affaire. Donc là, ça sera à lui, et maintenant, bien sûr, il a des très bons avocats au Congo, mais il est allé à un autre niveau, Dupond-Moretti, et tout le monde le connaît. C'est un ténor du barreau français, donc il a un bon avocat, il peut rentrer. Mais il se retrouve dans la situation qui était la sienne au moment où il est parti. Et sur les moyens qui seront présentés par la République, sur l'irrécevabilité de la requête qui avait été introduite, il y aura cela. Donc, quel que soit le courrier qui a été envoyé par le haut-commissaire, ça ne change strictement rien par rapport à sa situation au moment où il rentre et par rapport aux affaires qu'il a en cours. Alors, s'agissant de la plainte en Belgique qui me vise notamment, mon avocat a répondu. Vous avez certainement vu le communiqué qu'il a fait. Nous avons convenu qu'il n'est pas nécessaire que je fasse d'autres déclarations sur cette affaire, mais je me tiens bien sûr à la disposition. Je n'invoque même pas un statut diplomatique quelconque, ça veut dire que je suis tout à fait serein pour pouvoir répondre. Mais avec mon avocat, on a convenu qu'on reste au communiqué tel qu'il avait fait, et je préfère rester, parce que mon avocat est quand même un des meilleurs du barreau de Bruxelles comme pénaliste. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle James Keaton, je suis journaliste à l'agence Associated Press. Je voulais savoir si vous pouvez commenter sur la déclaration d'anciens présidents africains qui a été émise la semaine dernière par la Fondation Kofi Annan, qui a notamment parlé du fait qu'il s'inquiète énormément sur la situation de transition politique en République démocratique du Congo. Et ils font appel aux leaders politiques de mettre en avant l'intérêt national et qui disent que, au fait, l'avenir du pays est en danger grave actuellement. Je voulais vous demander, notamment face à une violation de leur point de vue, du point de vue de plein d'autres, qu'il y avait une violation de la Constitution par rapport au retard des élections. Comment vous pouvez servir en tant que le ministre de la Justice dans un pays où il y a une violation claire de la Constitution? Ok, je vais répondre sur les deux aspects. J'ai vu l'appel de ce chef d'État qui demande qu'on puisse organiser les élections. Je vais peut-être clarifier une interview qui a fait de l'émoi dans la presse internationale quand le président de la République a dit « je n'ai rien promis ».
s'agissant de la date du 31 décembre, effectivement, le président de la République a toujours dit l'organisation des élections, c'est la question de la CENI. Et si la CENI dit qu'elle est prête à organiser des élections demain, ou en septembre, ou en octobre, ou en décembre, le président de la République a toujours dit c'est une matière qui relève de la CENI. Donc il y a eu un malentendu, parce que j'ai vu des extrapolations qui ont été faites en disant voilà, il a dit qu'il n'a rien promis, donc il n'y aura pas d'élection. Non, le président de la République a toujours dit les élections, c'est l'affaire de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le président d'ailleurs de la CENI est ici, et il a fait ce matin dans ce palais un exposé sur l'état d'avancement. Aujourd'hui, le processus d'enrôlement est bien avancé. Le jour où la CENI va établir son calendrier, ce calendrier sera respecté. Et si elle dit que demain elle est prête à organiser les élections, il n'y aura pas objection de la part des autorités congolaises et du président de la République. Le président de la République aujourd'hui, je peux l'affirmer, veut les élections, et il le veut dans les meilleurs délais. Mais quand il a dit à Der Spiegel, je n'ai rien promis, parce qu'effectivement, il n'a jamais dit, lui, que les élections auront lieu en septembre, ou en octobre, ou en décembre. Il a toujours dit, ça sera selon le calendrier de la CENI. Bon, maintenant, s'agissant du respect de la Constitution, là, vous voulez parler en fait de la fin du mandat du président. J'ai fait partie de l'équipe que le président avait mise en place pour que, par rapport aux perspectives de la fin de ce mandat et les contraintes devant lesquelles nous nous trouvions, contraintes financières, contraintes organisationnelles, comment faire pour organiser des élections crédibles. J'ai fait partie de l'équipe que le président a envoyé rencontrer le représentant de M. Tshisekedi. J'ai été à Venise pour rencontrer les représentants de M. Tshisekedi. J'ai été à Ibiza pour rencontrer les représentants de M. Tshisekedi. J'ai été à La Haye, j'ai été à Bruxelles. Nous avons eu des séances énormes qui ont duré parfois, disons, de nombreuses heures, parfois jusqu'au petit matin, pour pouvoir dire, bon voilà, nous avons des difficultés, il est clair que les élections ne pourront pas être organisées à telle date, comment on organise les choses pour pouvoir le faire le plus rapidement possible. Donc pouvoir dire que il n'y avait pas volonté, il y avait volonté manifeste de violer la Constitution, je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation-là. Parce que j'ai vécu cette démarche pour qu'on trouve une formule qui, devant l'impossibilité d'organiser les élections pour une date limite qui était le 19 décembre, on pourrait trouver une formule consensuelle. C'est ça qui a été fait. Et lorsqu'on a organisé, finalement, c'est les délégués de l'UDPS avec lesquels nous étions qui étaient d'accord et puis qui n'étaient plus d'accord, et nous pensions pouvoir régler cette question-là avant l'échéance sur la Constitution. Bon, cela étant, cela n'a pas été fait, parce qu'il y avait eu toute cette problématique de la classe politique congolaise. Maintenant, la démarche est de dire il faut aller cap vers les élections. D'où les deux dialogues qu'on a eus. Le dialogue de la Cité de l'Union africaine, où j'étais co-modérateur, le dialogue du centre interdiocésain, où j'étais dans la phase de négociation politique, le chef de la délégation de la majorité présidentielle, l'objectif étant d'aller vers les élections. Donc il y a toute une série de contraintes qui ont fait que les élections ne se sont pas faites à la date, mais il y a la volonté manifeste qu'il faut pouvoir les organiser. Et je m'étais inscrit dans cette démarche-là, je suis témoin de cette démarche-là, puisque je fais le tour de toutes ces villes là-bas. Ce n'est pas pour le tourisme, hein, c'est pas pour le tourisme, c'était pour que
nous puissions voir comment on règle ces préalables pour organiser les élections. Je comprends ce que vous dites, Oui. mais on est en train de parler de la constitution du pays, Oui. qui n'est pas en effet Mais, dans le pays. Enfin, et vous, en tant que ministre de la Justice, quand la constitution, enfin, il peut y avoir plein de raisons pourquoi on n'arrive pas à organiser des élections. Mais la constitution est écrite noir sur blanc. Comment il faut procéder dans un pays, et vous êtes ministre. Oui, mais le dialogue tel qu'il avait été prévu, c'était pour montrer les difficultés pratiques devant lesquelles on s'était trouvé et qui ne permettaient pas d'organiser ces élections dans les délais. Et maintenant, comment le faire pour que dans les délais les plus courts possibles, on puisse les organiser. Et vu comme ça, je considère que cette démarche qui a fait qu'il y a eu ces va-et-vient, ces différents allers-retours, Bruxelles-Kinshasa, Bruxelles-Venise, Bruxelles-Ibiza, c'était inscrit dans une logique de respecter la Constitution au mieux, malgré les cas des forces majeures qui ont fait qu'on n'a pas pu organiser les élections dans les délais. D'autres questions? Oui, madame. Vous avez parlé de l'enquête sur les 2 experts de l'ONU. Quand est-ce que vous pensez qu'elle sera clôturée? Et puis, qu'en est-il des autres enquêtes dont vous avez parlé sur les décapitations des autres chefs coutumiers? Oui. Aujourd'hui, s'agissant de l'enquête sur les 2 experts des Nations Unies, nous avons dans la vidéo de leur exécution identifié une 12aine de personnes, et parmi lesquelles les 4 qui étaient les plus actives et qui ont posé des actes et qu'on voit parfaitement. Sur ces 12 personnes, les 4 les plus actifs sont aux arrêts. Les autres sont en fuite. Et comme je l'ai dit, nous avons ouvert le procès depuis le 5 de ce mois sur place à Kananga. Et il se poursuit. On va requérir des faux pour ceux qui sont en fuite. Aujourd'hui, le parquet militaire qui mène le dossier a déjà suffisamment d'éléments que pour cette enquête puisse se faire. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le procès qui a démarré va pouvoir connaître un aboutissement. S'agissant des autres cas de décapitation et consorts, aussi un procès a démarré en Bujima, et cette fois-ci contre nos propres forces. C'est la vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux, où on voit nos militaires en train d'abattre quelques personnes. Cette enquête-là a démarré, et le procès est aujourd'hui en cours. Et nous disons, il y a eu de nombreuses victimes, de centaines de victimes. On a trouvé plusieurs fosses communes. Il y aura autant de procès que nous aurons les éléments. Donc notre volonté de mener ces enquêtes là-bas va aller jusqu'au bout, et notamment savoir qui ont agi dans la décapitation des 39 policiers de la police nationale congolaise. Donc le Kasaï va connaître pendant les mois, si pas les années qui viennent, toute une série de procès liés aussi bien à l'assassinat des 2 experts des Nations Unies qu'à l'assassinat de plusieurs centaines de Congolais par les miliciens et autres. Mais donc vous n'avez pas une date précise S'agissant des 2 experts, le procès a démarré. Le parquet militaire a bouclé l'enquête et 4 personnes sont aux arrêts. Et le procès a démarré devant le tribunal militaire depuis le 5 juin. Donc il se poursuit devant le tribunal militaire. Le procès contre les militaires qui avaient exécuté les civils à Mwanzalumba a également démarré au niveau de Mbujimaï. Et il se poursuit. Donc à la suite des différents éléments que nous avons, et c'est là que nous disons, les experts internationaux qui pourraient venir vont nous aider certainement à pouvoir compléter nos dossiers, parce que la volonté de faire ces enquêtes, de les pousser au bout et d'amener devant la justice les différents auteurs, cette volonté-là est tout à fait claire, à commencer par le chef du président de la République et de tous les décideurs de notre pays.
Monsieur le ministre, je peux poser une dernière petite question? Oui, oui, absolument. Je suis là. Si je peux tourner ma question d'une autre manière, comment vous pouvez dire à un Congolais moyen de respecter les lois du pays si le gouvernement lui-même ne respecte pas la Constitution? Même si vous dites que vous voulez respecter la Constitution au mieux, si un Congolais moyen dit « je voulais respecter au mieux la loi », mais je ne l'ai pas fait. Comment vous voulez qu'un Congolais respecte la loi quand le gouvernement ne respecte pas la Constitution? Mais où est-ce que le gouvernement n'a pas respecté la Constitution? Parce qu'il y avait la date prévue. Mais ça, je vous ai signalé, vous avez un point de fixation par rapport, disons, à cette question de la date. Je vous ai expliqué, je ne suis pas revenu sur les conditions qui ont fait qu'on n'a pas organisé les élections dans les délais, le fait que le gros des ressources ait été mis en place pour combattre la rébellion du M23 et consorts. Donc je ne suis pas revenu sur tout cela. Je vous ai dit, la volonté au niveau du gouvernement est d'organiser les élections. Et le président de la CENI est ici à Genève. Il est arrivé hier. Il est ici à Genève. Il a fait un exposé ce matin pour démontrer où est-ce que nous allons. Parce que dans tout ce discours-là, la chose qui est positive, c'est qu'aujourd'hui, l'enrôlement des électeurs suit son cours avec un plein succès. On a dépassé les 27 millions d'enrôlés, alors qu'il y a 14 provinces sur 26 qui n'ont pas fini l'enrôlement. Et nous allons vers un horizon de 42 à 43 millions d'électeurs. Une fois que ces enrôlements sont terminés, le président de la CENI va publier son calendrier. Donc nous allons vers cela. Mais les cas des forces majeures, c'est également inscrit dans le droit positif. Et ça, c'est clair. Donc je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles on n'a pas organisé ça dans les délais. Je vous ai expliqué les efforts du président de la République pour que les choses puissent se dérouler dans les meilleurs délais, les difficultés devant lesquelles on s'est retrouvé. Parce que si nous sommes allés finalement d'abord au dialogue à la Cité de l'Union africaine et ensuite au dialogue à la CENCO, c'est dans la recherche de coller au plus au calendrier tel qu'il est prévu par la Constitution. Donc je peux vous garantir que les élections, selon le calendrier qui sera fait par la CENI, vont être organisées. Et prochainement, donc, mais c'est à la CENI à pouvoir communiquer le calendrier. Et on fera tout pour que pour les prochaines échéances, on respecte strictement cela. Oui, madame. Juste une dernière question, Catherine Sanson, pour le magazine Fiscal. Je voulais revenir au projet de résolution qui a été déposé. Comment comptez-vous réagir au cas où cette résolution serait votée? Ben, ça serait dommage, pour la simple raison que s'il y a une résolution qui est votée et qui ne tient pas compte de nous, son application sera difficile. Comment voulez-vous que les experts puissent aller dans un pays étranger sans qu'ils puissent passer par les autorités nationales? Ils vont arriver comment? Comment vont-ils avoir le visa? Comment vont-ils avoir accès aux provinces? Donc la meilleure formule serait que on aille vers une solution acceptable par tous. Je vais recevoir tout à l'heure un groupe d'ambassadeurs pour le faire comme je viens de le faire avec vous, expliciter notre point de vue. Il n'y a pas mauvaise volonté de notre part. Mais je vais expliquer les raisons pour lesquelles nous considérons qu'on ne peut pas faire fi de nos 800 magistrats militaires, on ne peut pas faire fi de nos 3500 magistrats civils et se présenter au Congo comme si c'était un État néant, comme si les institutions n'existaient pas. Nous avons quand même pu prouver que nous avions les magistrats, bien sûr, ils ne sont peut-être pas tous au point, mais nous avons quand même pu prouver à la suite d'un concours international qu'un de nos magistrats militaires a été choisi par les Nations Unies pour devenir procureur spécial pour la Cour pénale spéciale en République centrafricaine. Donc ça veut dire que notre justice fonctionne. Il peut y avoir des ratés,
mais on ne peut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. La preuve, c'est la désignation de ce magistrat congolais, qui est le procureur spécial pour la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine, où il est nommé pour un mandat de 5 ans par les Nations Unies. Pardon, si je peux poursuivre. Oui, oui, oui. Ce que vous êtes en train de dire, vous avez posé la question, comment est-ce qu'ils vont avoir des visas, etc. C'est-à-dire que le gouvernement congolais ne va pas donner des visas. Il est évident que ça va créer un problème. Donc vous avez refusé les demandes de visas. Il est évident qu'il va y avoir un problème, parce que je ne vois pas comment une équipe d'experts internationaux pourra se rendre au Congo, entrer dans le territoire, se promener sur l'ensemble du territoire, sans être accompagné des magistrats, des policiers congolais. Comment ils vont faire? Bon, si on considère qu'on peut le faire sans nous, bon, ça veut dire qu'ils ont des créneaux par lesquels ils vont passer. Alors, qu'est-ce qui va être finalement? Ça va être des enquêtes du genre, parce qu'on a déjà eu ça dans le passé, pour d'autres pays, où finalement, bon, on a mis en place des commissions indépendantes qui se sont contentées d'aller dans les pays frontaliers et puis d'écouter des réfugiés. Or, nous les invitons ici à pénétrer notre territoire, à travailler avec nous, pour que nous puissions, j'ai dit, comme je l'ai dit, nous sommes un pays africain qui a le plus collaboré avec la justice internationale. D'autres pays africains nous ont demandé de faire bloc autour d'eux pour quitter la Cour pénale internationale. Nous avons refusé. Nous avons refusé. Or, si nous avions dit, avec nos 80 millions de population, si nous avions dit, nous quittons la Cour pénale internationale comme on nous le demandait, ça aurait été l'hémorragie. Et je vous ai montré les exemples. C'est notre ratification qui a permis à la Cour pénale internationale de pouvoir commencer à fonctionner. Donc nous sommes ouverts, mais je ne vois pas comment, ce n'est pas un pays sous tutelle des Nations Unies, sous administration des Nations Unies. Vous allez faire comment à ce moment-là? Je comprends, je veux juste être sûr que j'ai compris votre réponse. Vous avez compris ma réponse. Le gouvernement va refuser des demandes de visa, des gens qui seraient... Si on considère qu'on peut se passer de nous pour faire l'enquête, alors faites-le. Faites-le. Mais vous allez toujours permettre à ces gens de rentrer dans le pays. Mais ils vont rentrer comment dans ce pays? Ils vont considérer que c'est un pays qui est sous administration des Nations Unies et qu'ils peuvent y aller et se promener, faire ce qu'ils veulent. Et ce que nous demandons, c'est un minimum raisonnable. Nous disons, avant, nous étions bloqués sur un aspect, c'est nous qui menons l'enquête, et rien que nous. Et nous avons dit, nous avons 3500 magistrats civils, nous avons 800 magistrats militaires, nous sommes capables de mener les enquêtes. Bon. Et puis nous avons évolué, nous avons dit, mais tout compte fait, bon, tant mieux, ils vont peut-être nous faciliter la tâche, qu'ils viennent, mais qu'ils travaillent avec nous. Mais s'ils disent qu'ils vont venir, et ils vont travailler sans nous, ils font comment? Pour aller quand même dans une province, le minimum c'est d'arriver et de voir l'autorité provinciale. Hein? Ils vont faire comment? C'est un pays qui est 5 fois la France. Vous arrivez comment? Dans un pays qui est 5 fois la France et vous entrez quelque part, vous ne voyez pas l'autorité provinciale, l'autorité administrative, vous ne voyez pas l'autorité de police et vous dites, voilà, bon, ben, je viens de Genève, je viens faire les enquêtes. C'est infaisable. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont faire comme ils le font, ils vont passer par l'Angola ou n'importe quel pays, mais ils vont rester dans les frontières. Mais est-ce qu'en restant dans les frontières, ils ont la réalité? On parle de choses différentes. Vous parlez du fait de pouvoir se balader à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Moi, je parle juste de l'entrée directe. Je parle du fait d'entrer dans la République démocratique du Congo. Vous le faites comment? Vous le faites comment si vous refusez de reconnaître que ce pays a des institutions, a des administrations qui fonctionnent? Parce que l'idée de dire que on va le faire sans eux, ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement dans ce pays. Qu'il n'y a pas de gouvernement dans ce pays. Une petite question, est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vous avez pu
ma collègue chargée des droits humains, elle est peut-être beaucoup plus souple, plus gentille. Elle va pouvoir les convaincre plus facilement. Je lui laisse cette mission-là. D'accord, donc ça n'a pas été fait encore. Non. Moi, je suis venu pour sensibiliser. Je vous ai vu, je verrai le corps diplomatique tout à l'heure et tout. Bon, le reste, ma collègue va prendre les contacts. Mais c'est ça la réalité. Nous sommes donc de très bonne foi, mais il est impossible de faire les choses sans nous. Et nous n'allons pas dire à ces gens, non, voilà, suivez-nous. Non, nous voulons qu'ils viennent, qu'ils complètent les informations, qu'ils nous les amènent, que nous puissions les travailler ensemble. Voilà la situation. Voilà, oui. Pardon, juste encore une petite question. Pourquoi la presse belge vous appelle le roi du cobalt? Le roi? Le roi du cobalt. Oui, bon, ça c'est... Vous savez, la presse, elle écrit ce qu'elle veut. Moi, je ne suis pas dans le cobalt. Mais comment je pourrais me renseigner sur votre histoire dans le business dont vous, je ne sais pas... Si vous... Écoutez, avant de faire la politique, j'ai évolué dans le privé. J'ai été patron d'une société minière pendant une vingtaine d'années. Une société minière d'ailleurs de droit belge. Mais de là à dire... Mais effectivement, cette société, là-bas, il n'y a pas de cobalt. C'est d'autres minerais. Et maintenant, vous avez toujours des intérêts dans le... Je n'ai aucun intérêt nulle part. Et vous avez la possibilité aujourd'hui de vous renseigner. Il y a toute une série de mécanismes qui vous permettent de vérifier, en fait, et disons, qui a quoi, dans quoi. Aujourd'hui, si je dois faire une enquête sur quelqu'un, je peux aller dans les réseaux spécialisés et je vois exactement, en fait, disons, dans quoi il est. Mais j'ai été patron d'une société minière pendant une vingtaine d'années. Mais qui ne faisait pas le cobalt. Le cobalt, c'est au Katanga. Qui faisait autre chose à l'est du Congo. Et une société de droit belge. Et aux capitaux belges et français. C'était quoi les ressources alors si c'était pas le cobalt? L'étain, le coltan, la manganèse, le columbo-tantalite, notamment. Voilà, mesdames et messieurs, bonne soirée. Je vous remercie pour avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Merci. Vous voulez mes cartes? Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. CongoFrance.com